Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Cécile Marcadet depuis lundi maintenant, qui vient nous parler de son dernier roman, Le cabinet italien, édité chez L'Harmattan. Bonjour Cécile Marcadet. Bonjour. Tout à l'heure, alors il y a quelque temps, quand j'ai lu votre livre, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre point commun avec votre premier roman, À corps et à cri, chez L'Harmattan également. C'est que donc vous avez une héroïne qui est toujours très déterminée, qui va, une fois qu'elle a tracé sa route, elle y va. Et il y a assez peu de personnages secondaires. Oui, parce qu'ils ne les intéressent pas l'une comme l'autre, quoi. Oui, elles tracent leur route. Les personnages secondaires sont ceux qui lui importent, comme dans le cabinet italien, il y a ces deux collectionneurs, acheteurs, qui sont importants pour elle. Mais en dehors de ça, je ne sais pas décrire leur environnement. Pour moi, c'est très difficile. J'ai l'impression de me noyer dans des détails sans intérêt. Il faudrait que je fasse des efforts. Ou pas, si c'est votre façon d'écrire. Mais des fois, je trouve toujours intéressant de voir des fils d'un livre à l'autre, même si on est dans des univers très différents. Souvent, un auteur a un fil quand même qui revient, quoi. Et là, dans ce roman, vous avez un personnage, comme je disais en tout début de semaine, très haut en couleur, qui s'appelle Jo Support. Ah oui. Alors, déjà, il a un nom, Support. Bon, il la supporte bien, c'est vrai. On sent bien que c'est un roc pour Violette. Vous avez rencontré ce genre de personnage et vous a été inspiré par quelqu'un ou bien vous l'avez une création de toute pièce? Oui, c'est une création de toute pièce. Son physique, j'ai eu un flash, j'ai vu Voltaire dans son fauteuil avec son espèce de bonnet et son manteau informe. Ça m'a donné l'aspect général du bonhomme et le reste, c'est venu comme ça. Donc là, c'est le collectionneur qui accumule, qui vit dans un musée. Oui. Enfin, vu de l'extérieur, lui, il n'a peut-être pas le sentiment de vivre dans un musée, mais les personnes de l'extérieur qui viennent, elles rentrent dans la caverne d'Ali Baba, quoi. Oui, il ne voit pas grand monde. Oui, c'est quelqu'un de très solitaire aussi. Oui. On ne sait rien de sa vie. Non, on la découvre à la fin. Oui. Et c'est un... Oui, et même pour Violette, c'est même un petit peu angoissant par moments. Elle se demande ce qu'il va faire d'elle, si c'est un ogre ou un charmant déguisé. Non, c'est un personnage... un ami de ses parents. Un ami de ses parents. C'est un ami intime apparemment des parents de Violette, sur lequel elle pourra s'appuyer quand elle sera orpheline. Et on a l'impression qu'il s'est créé lui-même ce personnage pour pouvoir survivre à quelque chose ou à quelqu'un, on ne sait pas. Il s'est donné cet aspect un petit peu burlesque de clown blanc, peut-être. Je sais pas, on a l'impression qu'il est en représentation. Voilà, tout à fait. Tout le temps. Que ce soit dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de vivre avec son majordome. C'est un homme hors du temps. Voilà, c'est un homme hors du temps. Et les collectionneurs, ils sont un petit peu hors du temps. Ils vivent pour leur collection. Ils sont complètement
en dehors des préoccupations... Des contingences matérielles. Voilà, absolument, des contingences. Contingences domestiques sont laissées au majordome. Voilà, c'est ça, voilà. Oui, ça ne les intéresse pas. Et ils sont sur un nuage où il n'y a qu'une seule chose, il n'y a qu'un point très, très lointain vers lequel ils se dirigent. C'est vrai que quand il rencontre une amie de Violette, pour lui, on ne donne pas à n'importe qui un rôle. S'il recherche quelqu'un qui va faire le rabatteur, par exemple, on ne donne pas ça à n'importe qui, quoi. Non. Enfin, il s'assure vraiment de la formation. Enfin, c'est un homme qui vit pour et par le... Mais particulièrement celui-là, particulièrement Joe. Oui. Il est formaté pour ça. Il est formaté pour ça. Ils ne sont pas tous comme ça, puisque je vous disais que les collectionneurs ont tous une personnalité complètement différente les unes des autres. Mais celui-là, je l'ai voulu comme ça. Je l'ai voulu d'un seul bloc. L'archétype du collectionneur, comme on peut l'imaginer, en fait. Oui, non, c'est pas un archétype du tout, parce qu'il n'y en a pas. Mais Oui, non, mais alors parce que vous connaissez ce milieu. Oui. Mais c'est vrai que moi, si je pense collectionneur, je vois plus un homme comme lui, quoi. Ah oui. Ou comme Federico Larno. Oui. L'autre collectionneur de votre livre. Voilà, oui. Dans un autre genre, Oui. mais qui est un chasseur. Oui. Un À tout point de vue, d'ailleurs. Comment ? À tout point de vue, À tout point de vue. Enfin, les objets d'art ont l'air de prendre le pas quand même. Hein. Donc oui, moi, collectionneur, je vois tout de suite ce genre de personnages, quoi. Oui. Ils sont très, très romanesques l'un et l'autre. En plus, il y en a un qui est italien, donc... Ah oui. Le bel italien. Ah oui. C'est pas le bel Hidalgo, mais c'est le bel italien quand même. Donc, Federico Larno, c'est pareil, personnage créé de pièces. Ah, complètement. Alors là, vraiment, j'ai un ami italien, effectivement, qui est collectionneur, mais qui n'a pas du tout cet aspect-là. Et voilà. Et quand on les suit, c'est vrai qu'ils ont des façons de... Enfin, le jeu support, notamment, il a des moyens qui sont très surprenants. Enfin, après, il faut lire le livre, mais il a quand même des moyens qui sont bien à lui pour, sans être présent, peser sur une vente. Ils ont des ficelles, c'est incroyable. C'est les trucs de vente, oui, par téléphone. Oui. C'est une manière de rester anonyme aussi. Oui, c'est ça, voilà. Oui, ça existe beaucoup, ça. Et alors, à la lecture de votre livre, on sent qu'à certaines ventes, comme vous disiez, il y a un stress. Enfin, la température monte, là, ça devient la folie. Et parfois, il y a des gens qui peuvent être entraînés dans une surenchère. C'est malheureusement l'accident banal. Hein. On vient pour un objet qu'on n'arrive pas à avoir, et du coup, on en prend un autre qui n'a pas la même valeur, sur lequel on monte, qu'on finit par avoir, et une fois qu'on l'a, on est complètement catastrophé en se disant pourquoi j'ai mis mon argent là-dedans. Ça arrive que c'est de l'argent qu'ils n'ont pas ? Je ne sais pas. Après, vous dites qu'ils peuvent se dédire aussi. Hein. Enfin, oui. je pensais maintenant, c'est dans les règles actuelles. Effectivement, il y a des personnages pas très honnêtes qui font ça. Mais oui, bien sûr. Parce que c'est aussi le moyen de casser une vente, finalement. Oui, bien sûr. Oui, tous les moyens sont bons. Et puis après, ils peuvent s'écharper aussi. Oui. Et les marchands qui font leur petit business aussi de leur côté. Oui. Ça, c'est toutes les ficelles de la vente, du milieu. Du milieu. Oui. C'est vrai que c'est un milieu que vous... Enfin, grâce à vos personnages, que vous... Des facettes comme ça de ce milieu, du collectionneur, du commissaire-priseur, enfin... c'est que vous décrivez bien dans votre livre, en tous les cas.
Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'atmosphère, l'ambiance qu'il peut y avoir dans une salle des ventes, eh bien, vous pouvez lire Le cabinet italien de Cécile Marcadet, donc chez l'Harmattan. Et nous, on se dit à demain pour notre dernière journée de présentation. À demain. À demain. Cécile Marcadet, Le cabinet italien. Gaspard lui redonne le sourire. Je lui dois beaucoup sans qu'il en soit véritablement conscient. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il soit très bavard. Chaque mot porte. Il a le don d'imprimer fortement ma mémoire. Je devrais peut-être lui demander de m'orienter dans mes choix. Violette secoue la tête, comme pour chasser une vision. Non, ce n'est pas une hallucination. Tandis qu'elle gare sa petite auto le long du trottoir, elle aperçoit Federico Larno sortant de la grosse berline devant elle. Les battements de son cœur s'accélèrent. Émotion, crainte. Elle n'arrive pas à analyser ses réactions. De toute façon, il ne lui en laisse pas beaucoup le temps et ouvre sa portière avec violence. Elle avait bien cru discerner de la colère sur son visage, mais là, à cet instant, un long frisson la fait trembler de la tête aux pieds. « Alors » l'accueille-t-il en roulant les airs avec force. « Vous avez essayé de me rouler avec vos airs de Sainte-Nitouche » Le ton est donné. Pas de geste élégant et charmeur de l'homme policé qu'elle croyait connaître. Non, ses yeux noirs lancent des éclairs. « Vous pensiez nous avoir semés, mais j'ai mes antennes et je connais du monde, mademoiselle la pseudo-étudiante. Trop belle pour être honnête. Maintenant sortez de cette voiture, nous avons à parler. » Joignant le geste à ses paroles, il entraîne Violette tétanisée vers sa voiture et la pousse violemment sur la banquette, s'installant à côté d'elle, tandis qu'un chauffeur, qu'elle reconnaît vaguement comme étant celui qui avait essayé de la suivre en sortant de la salle des ventes, met le contact. « Mais que me voulez-vous à la fin ?» dit-elle d'un filet de voix alors qu'elle aurait voulu le crier avec force. « Non mais, vous ne manquez pas de toupet, Miss Sainte-Nitouche. Vous avez profité de vos connaissances chez les commissaires-priseurs pour acheter une statuette qui n'aurait jamais dû sortir de chez moi. » Tout s'éclaire. Il est persuadé que j'ai soudoyé un commissaire-priseur. Il est dingue. Mais quel mépris pour la profession de mon père. Non mais, pour qui se prend-il ? Violette s'est redressée et se tourne avec mépris vers Federico. Mais quelle avidité ! Vous êtes vraiment la lie des collectionneurs. Croyez-vous vraiment ce que vous dites ? Certes, mon père était commissaire-priseur, et c'est une charge que j'ai appris à respecter. Je pensais qu'il en était de même pour les collectionneurs, mais je m'aperçois que la possession de l'objet vous rend minable. Et vous ne craignez pas de vous attaquer à une femme seule, comme si j'étais une criminelle, comme si j'avais tué mon père, ma mère ? Violette est hors d'elle. En apparence seulement, car son cœur bat la chamade et elle retient ses larmes, condensées en une boule qu'elle a du mal à déglutir. Elle a surpris un regard étonné, presque admiratif du chauffeur dans le rétroviseur, qui la conforte dans son attitude révoltée. Pourvu que je tienne. Résolument, elle tourne le dos à son interlocuteur et attend la contre-offensive. C'est un répit qu'elle met à profit pour souffler en fermant les yeux. Un silence lourd s'installe dans la voiture qui file sur l'autoroute et les ramène à Paris. Devant le Georges V, le chauffeur ouvre la portière avec déférence pour laisser sortir Violette et Federico. Violette sent ses jambes flageoler et ne voit pas les tics qui agitent son agresseur. Il l'entraîne en la maintenant fermement par le coude dans l'ascenseur, sans un mot. Il pénètre dans une suite, et là, l'Italien bien élevé se tourne d'un bloc vers Violette. Ses cheveux ont perdu leur lustre et il ressemble à une bête. Tout au moins à une furie, on dirait une nouvelle version de La Belle et la Bête. Pauvre Violette. En rugissant, il se jette sur elle et attrape sa tignasse, la faisant voler comme un tourbillon. Violette hurle de terreur si fort qu'il est surpris et se calme en relâchant sa victime. Les cris stridents ont alerté l'hôtel et l'on entend du remue-ménage. « Laissez-moi, lâchez-moi » crie-t-elle de plus belle. « Au secours, il est fou !»
Federico veut la bâillonner, mais elle est plus vive et se précipite vers la porte, s'enfuyant dans les couloirs du plus vite qu'elle peut, sans but, juste pour lui échapper. « Ça va, mademoiselle ?» lui demande une femme de chambre qui l'aperçoit adossée à un mur, livide, hors d'haleine. Je me suis perdue, je voudrais sortir. Je vous accompagne. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.